écoutent et qui ne seraient pas habitués, le mot « débattre » prend un sens tout particulier en Macronie. À vrai dire, La République En Marche a du mal avec les nuances. Pour elle, un débat en présence de ministres est un concert de louanges, l'hémicycle une salle de spectacle devant un public conquis. Un discours devient une apologie, une prise de parole, un concours de flagornerie, et cette estrade, un lieu obligé de génuflexion. Si vous voyez des députés applaudir lorsqu'un ministre a une quinte de toux, dresse ses sourcils ou s'approche du micro sans avoir prononcé un mot, n'ayez pas peur, c'est normal. Quand il s'agit d'un débat, a fortiori en matière sanitaire, la même mécanique se met en place. D'abord, un député La République En Marche s'exclame « Je salue Monsieur le ministre pour son courage ». Un autre enchaîne « Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait pour préserver l'emploi et la santé de nos concitoyens ». Un troisième renchérit « Grâce à votre action, le taux d'incidence du coronavirus a baissé ». Et quand vient notre tour et que nous pointons les failles sérieuses dans votre politique sanitaire, il nous est rétorqué que nous n'avons pas de propositions, que nous sommes hostiles à la science, que nous détruisons la démocratie et surtout l'argument ultime, votre préféré, Monsieur le ministre, que nous serions favorables à la mort par Covid. Et ceci avec une constance qui force l'admiration, collègues, tant il n'est pas un centimètre de chaussure des ministres que vous n'ayez pas minutieusement ciré. Reprenons depuis le début. Année 2020, 24 janvier. Agnès Buzyn nous assure que les risques de propagation du coronavirus depuis Wuhan sont très faibles. 1er février, dans le doute, vous avez lancé un numéro vert. 29 février, vous détournez un conseil de défense sanitaire pour avaliser le 49.3 sur la réforme des retraites. 6 mars, Emmanuel Macron se rend au théâtre et déclare « La vie continue, il n'y a aucune raison de modifier nos habitudes de sortie ». 16 mars, Jupiter a tonné. 6 fois, nous sommes en guerre, confinement généralisé dès le lendemain. Mars toujours, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut tester, tester, tester. Vous faites passer un projet de loi en urgence pour saccager le code du travail, revenir sur la limite maximale des 48 heures hebdomadaires et modifier le droit au congé payé. En mars toujours, pénurie de masques, mais pas grave, car Sibeth Ndiaye nous dit qu'ils sont inutiles si on n'est pas malade. Et vous déclarez, Monsieur le ministre, que la plupart des soignants contractent le virus en dehors de l'hôpital. Les premiers et premières de corvée travaillent non protégés et les essentiels de la nation sont les plus mal payés. Avril. Pénurie de surblouses, pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Monsieur Le Drian nous dit que 2 milliards de masques ont été commandés à la Chine et qu'ils arriveront en juin. À ce stade, 0,5% de la population est testée. Pas grave, car Emmanuel Macron nous dit que tester l'ensemble de la population n'aurait aucun sens. 11 mai, déconfinement. La France n'est toujours pas capable de communiquer le nombre de tests exacts réalisés sur son territoire. Sur la pénurie de masques, Emmanuel Macron répond « Nous n'avons jamais été en rupture ». 18 mai, 70 écoles sont fermées, toujours pas de purificateur d'air dans les classes. 3 juillet, le déconfinement est un tel succès que M. Déconfinement est promu au rang de Premier ministre. 25 septembre, les enseignants ne sont pas considérés comme des cas contacts. Octobre, Emmanuel Macron, en visite dans un hôpital, nous dit que la saturation des hôpitaux n'est pas une question de moyens, mais une question d'organisation. 16 octobre, Jupiter a tonné, couvre-feu. Toujours pas de recrutement de soignants ni de nouveaux lits. La règle est la suivante, pas plus de 6 personnes chez soi. Sur votre lieu de travail ou dans le métro, même à 40, ça va. Novembre, le projet de loi de finances prévoit 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public. Novembre 2020 toujours, Jean-Michel Blanquer juge inutile et même dangereux l'installation de purificateurs d'air dans les salles de classe. Décembre, 5 700 lits sont supprimés dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie. Plus de 93 000 cancers ne sont pas diagnostiqués sur l'année. Année 2021. Janvier, grande pagaille. Seules 500 000 doses de vaccins sont reçues sur le million promis par le Premier ministre. 2 tiers des congélateurs de stockage ne fonctionnent pas. Les seringues ne sont pas conformes. 15 janvier. Jean-Michel Blanquer ment encore. Il parle de 0,03% de contamination d'élèves pour justifier l'absence de protocole sanitaire à l'école. Toujours pas de purificateur d'air dans les classes. 22 janvier. Vous annoncez aux 20h, Monsieur le ministre, viser 30 millions de vaccinés fin mai. Dans l'après-midi au Sénat, vous parliez plutôt de 15 millions de vaccinés d'ici juin. La vaccination est ouverte à 7 millions de personnes, mais le pays n'a que 700 000 doses. Fin février,
Le taux de contamination au Covid-19 en France est parmi les plus élevés d'Europe. Pas grave, puisque le président finira épidémiologiste et qu'il briguera l'agrégation d'immunologie. Mars, vous avez fait appel à 7 cabinets de conseil privés en tout pour la modique somme de 25 millions d'euros. En Île-de-France, 40% des interventions hospitalières autres que le Covid-19 ont dû être déprogrammées. Les enseignants devront payer le reste à charge de leurs tests salivaires. Toujours pas d'obligation de télétravail du côté des entreprises. 26 mars, on approche des 100 000 morts. Emmanuel Macron déclare « Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec ». Comme d'habitude, Jean-Michel Blanquer ment sur le nombre de tests réalisés dans les écoles primaires. Avril, les autotests ne seront disponibles que dans un mois. Vous déclarez, Monsieur le ministre, l'école n'est pas un foyer infectieux. Les écoles seront finalement fermées le lendemain. La vaccination promise aux enseignants à partir de mi-fin avril est repoussée à la mi-juin. Fin avril 2021, Jupiter a tonné. Levée des restrictions sans l'avis du conseil scientifique. Vous maintenez le couvre-feu à 19 h jusqu'à nouvel ordre, sans aucune preuve de son efficacité. 29 avril, le président de la République l'assure, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. 30 avril, vos collègues députés au Parlement européen rejettent un amendement pour lever les brevets sur les vaccins contre le Covid. Juin, 17 millions de masques FFP2 défectueux distribués aux soignants ont été rappelés par votre ministère. 31 mai, vous instaurez le pass sanitaire pour les grands rassemblements. Juillet, vous étendez le pass sanitaire qui ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français aux activités de quotidien. Plus de restaurants, de cafés, de sport, de culture, de cinéma. Citoyens non vaccinés, pour vous, ce sera métro, boulot, dodo. 15 octobre, les soignants sans schéma vaccinal complet sont suspendus, ainsi que les pompiers. Année 2022, 1er janvier, Agnès Buzyn est décorée de la Légion d'honneur. 2 janvier, les enseignants apprennent le nouveau protocole qui a changé 3 fois, la veille de la rentrée dans un article payant. Jean-Michel Blanquer est à Ibiza. 3 janvier, les soignants vaccinés positifs au Covid doivent continuer à travailler. Les soignants non vaccinés mais négatifs sont toujours empêchés de travailler. Vous connaissez la suite. Janvier 2022, les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. 24 janvier, mise en place du pass vaccinal. 31 janvier, le CAC 40 affiche des méga profits de 137 milliards d'euros. 70 milliards de dividendes, 10 millions de pauvres, mais les profiteurs de crise ne sont toujours pas taxés. Février, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, payées 730 € par mois, reçoivent leur premier masque de l'éducation nationale. Essayez de vous faire remarquer par votre silence. Merci. Alors, Madame Panot, présidente Panot, a la parole et elle poursuit. Merci. Voici l'histoire de votre gestion de la crise sanitaire. Alors, collègues, gardez vos éloges pour vos foires. Ce que vous appelez abusivement politique sanitaire n'aura été qu'une interminable suite de couacs, de mensonges et de décisions hasardeuses. Que nous sortions collectivement la tête de l'eau n'efface pas la noyade. Pagaille sur les masques, bazar sur les tests, désordre dans la campagne de vaccination. Vous n'avez rien anticipé, tout piloté à l'aveugle. Vous qui avez clochardisé l'État depuis 5 ans, les mêmes qui s'en remettent à des PowerPoint de cabinets de conseil pour gérer notre malheur national. Nous n'avions pas d'autre choix qu'assister à votre impréparation puisque le Parlement a été piétiné. Conseil de défense, JT de TF1, photocopie au Parlement, ordonnance. Conseil de défense, JT de TF1, photocopie au Parlement, ordonnance. Toutes nos propositions passées à la trappe, la démocratie était devenue du temps perdu. Mais surtout, vous avez fait payer votre amateurisme à la population. Le pass sanitaire était au départ une manœuvre pour rattraper le temps que vous aviez perdu par le fiasco de votre politique. Le pass vaccinal n'est qu'une fantaisie autoritaire d'un pouvoir aux abois. Avec celui-ci, vous vous donnez les atours de gens responsables alors que vous avez semé le chaos depuis 2 ans. Vous stigmatisez une partie de la population plutôt que d'assumer votre faute collective. Preuve que les passes n'ont rien de sanitaire, ils seront levés à quelques semaines de l'élection présidentielle en espérant que les Français aient la mémoire courte. Pendant 2 ans, Monsieur le ministre, vous avez navigué à vue et entraîné la population dans votre naufrage. Pour cela, il est urgent de vous mettre hors état de nuire, parce qu'en matière sanitaire et pas seulement, la vérité est celle-ci, vous êtes un danger public.